À 2h30 du matin, le 14 octobre, les rues de Ouagadougou se sont plongées dans l'obscurité, comme si le cœur de la ville avait été débranché. En quelques minutes, les signaux, les ondes et la confiance du peuple avaient disparu. Dans ce silence étrange, une question a émergé. Que cherchait-on à effacer? Un réseau, un homme ou l'idée même incarnée par Ibrahim Traoré? Cette nuit-là n'était pas la fin, mais le début d'une révélation. Une nouvelle guerre se jouait dans le Sahel, où la souveraineté n'est pas défendue par les armes, mais par les signaux. Cependant, derrière cette obscurité de la nuit, une vérité a commencé à se dessiner. Ibrahim Traoré, le jeune capitaine du Burkina Faso, était prêt à faire face à une guerre non pas par la violence, mais avec une stratégie plus profonde. Une stratégie pour défendre la souveraineté nationale dans le monde numérique. Les coupures de deux courants, soudaines, l'effondrement des réseaux d'information, et la nation se retrouvait face à une attaque non seulement militaire, mais aussi psychologique. Cela soulevait une question. Le Burkina Faso pouvait-il encore se défendre dans un monde où les armes ne sont pas les seules à pouvoir atteindre la souveraineté nationale? Chaque seconde qui passait augmentait la tension, mais aussi l'opportunité pour Traoré de prouver une chose. La souveraineté n'était pas seulement une question de frontières, mais aussi de maintenir la confiance et le contrôle dans un monde où tout est de plus en plus vulnérable aux influences extérieures. Le 14 octobre, la nuit a commencé avec des signes étranges. Vers 2h30 du matin, l'électricité à Ouagadougou s'est soudainement coupée. Les lampadaires se sont éteints, les systèmes de télécommunication ont chuté, et peu après, des indices sur l'attaque ont commencé à apparaître. En moins de 5 minutes, la ville a été mise en veille, non pas par une attaque militaire classique, mais par une cyberattaque de grande envergure qui a paralysé les systèmes de contrôle et d'information de l'État. Les analyses ultérieures ont montré que ce n'était pas un simple incident, mais une attaque planifiée venant de l'extérieur, utilisant des outils sophistiqués pour pénétrer les infrastructures critiques du pays, empêchant les forces de sécurité de réagir. Cette paralysie a duré jusqu'à ce que l'armée et les experts en cybersécurité commencent à identifier les vulnérabilités du système. Ibrahim Traoré, au milieu du chaos, a dirigé une contre-attaque non pas avec des armes, mais par l'intelligence et la coordination entre les techniciens et l'armée. Il comprenait que, pour protéger son pays dans le monde actuel, il ne suffisait pas de contrôler le territoire, mais aussi de maîtriser l'information et de résister aux attaques numériques extérieures. Ibrahim Traoré, capitaine du Burkina Faso, s'est retrouvé face à un défi qui allait bien au-delà de la gestion d'une crise militaire classique. Dans les heures suivant l'attaque numérique, il n'a pas cherché à fuir vers des bunkers ni à demander une vengeance immédiate. Au contraire, il a fait preuve d'une calme remarquable. En se rendant au centre de commandement, il a demandé simplement « Où avons-nous été aveuglés ?» Cette phrase, prononcée dans la lumière rouge des lampes d'urgence, allait devenir son mot d'ordre. Traoré n'accusait personne, il cherchait à comprendre les mécanismes de cette attaque. C'est ce pragmatisme qui a renforcé la confiance du peuple et des officiers autour de lui. Là où d'autres auraient été paralysés par la panique, lui a commencé à organiser une réponse méthodique. Ce n'était pas seulement une crise, mais une opportunité de rebâtir la souveraineté nationale sur de nouvelles bases. En mobilisant les forces militaires, les experts en cybersécurité et même les juristes, il a cherché à transformer cette humiliation en un nouveau protocole de défense. Sa capacité à rester calme et rationnel a changé la dynamique du pouvoir. Ce qui était censé être une démonstration de faiblesse s'est transformé en un signe de résilience et de possibilité de réinvention. Les événements de la nuit du 14 octobre ont été un enchaînement de mouvements rapides et stratégiques. Dès 2h30 du matin, la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou, a été plongée dans une obscurité totale alors que l'électricité a été coupée en quelques secondes. Un silence étrange s'est abattu sur la ville, brisé seulement par les premières interventions des forces de sécurité qui se sont vite retrouvées prises au piège. Ce n'était pas un simple problème d'alimentation en énergie, mais une attaque ciblée et synchronisée sur les infrastructures critiques du pays. Les systèmes de communication ont été immédiatement affectés,
empêchant toute coordination des secours et des informations de manière centrale. Au même moment, des brouilleurs portatifs ont été déployés dans les rues, interférant avec les signaux des drones de surveillance. En quelques minutes, ces appareils étaient aveuglés, incapables de fournir des informations en temps réel. Tandis que les agents de sécurité tentaient de localiser l'origine de cette attaque numérique, une deuxième vague d'assaut s'est produite. Des charges explosives, petites mais très efficaces, ont été utilisées pour créer des diversions. Les forces de sécurité ont été détournées de leur position, accourant vers des points qui se sont avérés être des fausses alertes. Ce jeu de cache-cache a permis aux assaillants de s'approcher de plus en plus près des objectifs stratégiques. Le commandement central, à ce moment-là, a pris conscience de la situation. Les communications cryptées ont commencé à s'effondrer à une vitesse alarmante. Des signaux de brouillage ont été détectés en plusieurs endroits autour des sites sensibles, mais la vitesse et la précision des attaques ont fait en sorte que la réponse des forces de défense ait été trop lente pour empêcher l'avancée des assaillants. Le premier vrai moment de l'escalade est survenu à 2h36, quand les unités d'infanterie du 25e bataillon ont été alertées par la chute simultanée des fréquences cryptées. À partir de ce moment-là, l'attaque s'est intensifiée. La garde présidentielle a verrouillé les axes d'accès, et les premiers échanges de tirs ont eu lieu dans le quartier de Kozam, mais malgré la rapidité de la réponse, les forces loyalistes ont rapidement perdu du terrain. Les assaillants avaient planifié leur attaque avec une telle précision que l'avancée des forces de sécurité a été étouffée avant même que la situation ne devienne totalement désespérée. À 2h48, le deuxième périmètre de sécurité a été franchi, mais trop tard pour les assaillants. Des véhicules blindés ont été déployés pour bloquer les sorties. La riposte a été rapide et efficace, et les renforts sont arrivés en force. Les attaquants ont été repoussés avant que des pertes humaines substantielles ne surviennent. En l'espace de 20 minutes, l'intensité de l'attaque a diminué, mais pas sans laisser de traces. Une fois le calme revenu, il est devenu évident que cette attaque n'était pas seulement un assaut militaire, mais une démonstration de la vulnérabilité du pays face aux nouvelles formes de guerre numérique. Les témoins ont parlé de la sensation d'un silence irréel après l'attaque, une impression que tout était devenu incertain. Une fois l'attaque terminée et les premières répercussions enregistrées, les experts en cybersécurité ont entrepris d'analyser les données recueillies durant l'incident. Les résultats étaient alarmants. Plus de 68% des systèmes critiques du pays avaient été affectés par l'attaque. L'électricité, les communications, la surveillance et même les signaux GPS civils avaient tous été paralysés en moins de 8 minutes. Cette attaque ciblée a mis en lumière la fragilité du système numérique national, révélant à quel point ces infrastructures étaient vulnérables face à des assaillants extérieurs, mais aussi à la manière dont un pays pouvait se retrouver totalement à la merci de ceux qui maîtrisent la guerre numérique. L'un des faits les plus frappants a été la chute brutale des systèmes de communication avec 37 serveurs, tant civils que militaires, saturés en même temps entre 2h31 et 2h39. Ce phénomène n'a pas été un accident ni une panne due à des problèmes internes. Il s'agissait d'une opération coordonnée de sabotage. Les données ont montré une simultanéité parfaite dans les attaques, ce qui a été confirmé par plusieurs experts indépendants. Les signaux de brouillage, quant à eux, provenaient de 4 points fixes situés dans un rayon de seulement 2,8 km autour du palais présidentiel. Ces zones étaient étrangement liées à des chantiers récemment attribués à des entreprises étrangères ayant des liens avec des licences humanitaires, ce qui a soulevé des questions concernant la nature de ces contrats. L'un des éléments les plus inquiétants de cette intrusion était la découverte de fragments de code provenant de systèmes militaires étrangers associés à des protocoles utilisés lors des exercices de l'OTAN en Méditerranée. Bien que ces fragments de code n'aient pas permis d'établir une preuve directe d'ingérence extérieure, le taux de similarité de 92,4% avec les signatures binaires des protocoles militaires de l'OTAN a fait douter les experts en cybersécurité. Selon eux, il était hautement plausible que l'attaque ait été le fruit d'une ingérence technique extérieure et non d'un incident interne. Ibrahim Traoré, face à ces révélations, a souligné l'ampleur de la menace en déclarant au Conseil des ministres « Si 37 serveurs peuvent tomber en 8 minutes, ce n'est pas une panne, c'est une guerre ».
Ces chiffres, bien que techniques, ont eu un impact profond sur la perception de la guerre moderne. Pour lui, il ne s'agissait plus seulement de défendre le territoire physique du Burkina Faso, mais aussi de protéger l'intégrité de ses systèmes numériques contre des attaques invisibles mais dévastatrices. Cette déclaration marquait un tournant dans la stratégie de défense du pays, avec la nécessité urgente de renforcer les capacités de cybersécurité à tous les niveaux. L'attaque du 14 octobre a mis en évidence deux visions opposées sur ce qui s'était réellement passé à Ouagadougou. D'un côté, plusieurs chancelleries occidentales ont immédiatement minimisé l'incident, affirmant qu'il s'agissait simplement d'un sabotage local mal interprété. Selon eux, les coupures de courant et la défaillance des systèmes étaient des signes de fragilité interne aggravés par une gestion défaillante des infrastructures critiques. Cette interprétation a privilégié l'idée d'une coïncidence malheureuse, renforçant l'hypothèse d'un accident plutôt que celle d'une attaque coordonnée. De plus, les analystes internationaux ont insisté sur le fait que les cyberattaques étaient le fruit de failles dans la cybersécurité du pays, un problème souvent sous-estimé dans les pays en développement. De l'autre côté, des experts burkinabés et sahéliens ont réagi en affirmant qu'il n'y avait aucune chance pour un incident de cette envergure de se produire de manière aléatoire. Ils ont souligné l'extrême précision des attaques, la coordination des brouillages et l'usage de technologies étrangères. Cette théorie a soutenu que l'attaque visait non seulement à déstabiliser, mais aussi à neutraliser le pays sans avoir à franchir ses frontières. La signature des attaques, selon ces analystes, portait les caractéristiques d'une guerre hybride, où la confusion est utilisée comme une arme principale. Ils ont fait référence à des précédents dans lesquels des puissances extérieures ont utilisé des technologies de rupture pour affaiblir des régimes sans recourir à des confrontations directes. Le point crucial de ce débat reposait sur la question de la souveraineté. Pour Ibrahim Traoré, cette attaque n'était ni un simple sabotage, ni un simple dysfonctionnement. C'était un test de la résilience de son pays face à une forme de guerre invisible, une guerre qui se joue dans le cyberespace et dans l'information. Plutôt que de se laisser emporter par la rhétorique du complot ou de l'incident isolé, Traoré a insisté sur la nécessité d'une prise de conscience collective. La souveraineté du Burkina Faso devait désormais être mesurée non seulement en termes de territoire physique, mais aussi en termes de défense numérique et de contrôle de l'information. Ibrahim Traoré a martelé une phrase comme un principe fondamental. Si la souveraineté peut être piratée, elle peut aussi être défendue. Il l'a répété comme un principe fondamental lors de ses interventions suivantes. L'attaque de la nuit du 14 octobre n'a pas seulement mis en lumière la vulnérabilité numérique du pays, mais elle a aussi marqué un tournant dans la perception de la guerre moderne. La véritable bataille, comme il l'a indiqué à ses conseillers, se trouvait désormais dans le domaine de l'information. Ce n'était plus un conflit militaire traditionnel, mais une guerre hybride où les signaux, les données et les perceptions étaient les nouvelles lignes de front. En transformant cet échec apparent en une leçon sur l'indépendance numérique, Traoré a posé les bases d'une réponse stratégique qui visait à protéger non seulement les frontières physiques du Burkina Faso, mais aussi son espace numérique. Cette révélation a changé la dynamique du pays. Ce qui aurait pu être une vulnérabilité devenue une force, ce qui semblait être une attaque ciblée, s'est vite transformé en une occasion de renforcer la souveraineté nationale. La guerre n'était plus une question de confrontation physique, mais d'endurance dans un domaine où le contrôle de l'information devenait primordial. L'attaque du 14 octobre a eu des conséquences profondes et variées sur le Burkina Faso, touchant non seulement ses infrastructures critiques, mais aussi sa dynamique politique, économique et sociale. La guerre numérique, à laquelle le pays n'était pas préparé, a laissé une empreinte durable sur le paysage national. Pour les citoyens, la coupure soudaine des services essentiels a créé une atmosphère de confusion et de méfiance. Les banques ont suspendu leurs opérations de change, les marchés ont connu des perturbations et de nombreux services publics ont été temporairement paralysés. Dans les jours qui ont suivi, un sondage national a révélé que 71% des Burkinabés ne faisaient plus confiance aux informations diffusées en ligne.
La guerre pour la souveraineté s'était déplacée du terrain physique au terrain de la perception. Cependant, au-delà des impacts immédiats, cette crise a aussi renforcé la résilience nationale. En dépit des perturbations économiques, le gouvernement, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a réussi à relancer rapidement les systèmes essentiels. La création d'une cellule mixte dédiée à la cybersécurité a permis de mettre en place une réponse plus rapide face à de futures menaces. Mais au-delà des chiffres, l'attaque a eu un effet psychologique profond. Le Burkina Faso n'était plus vu comme un simple acteur régional, mais comme un exemple de la manière dont un pays pouvait réagir à une agression invisible, une agression menée par des technologies de l'information. Cette épreuve a renforcé le sentiment de solidarité nationale, en particulier parmi les jeunes, qui ont vu dans cet affrontement une bataille pour la souveraineté numérique, plus qu'une simple victoire militaire. Le Burkina Faso se trouve aujourd'hui à un carrefour stratégique, et plusieurs scénarios peuvent se dessiner pour les mois à venir. D'abord, un avenir de continuité verrait le pays maintenir sa ligne actuelle avec des alliances renforcées avec les pays voisins comme le Mali et le Niger. Cette approche mettrait l'accent sur la coopération en matière de cybersécurité, mais aussi sur une diplomatie prudente vis-à-vis de l'Occident. L'objectif serait de garantir une croissance modeste tout en préservant la stabilité politique interne. Ce scénario, bien qu'optimiste, implique une vigilance constante. Chaque erreur de communication pourrait devenir une faille stratégique et l'économie serait toujours vulnérable à des pressions extérieures. Selon les analystes, ce scénario pourrait conduire à une croissance de 2,4% dans l'année à venir, à condition que les tensions internes et externes soient maîtrisées. Ensuite, un avenir plus radical pourrait se dessiner. Ibrahim Traoré pourrait tirer parti de cette crise pour mettre en place une doctrine de défense intégrée. En combinant cybersécurité, contrôle des infrastructures critiques et coopération régionale avec des partenaires alternatifs comme la Russie, la Turquie ou les Émirats. Ce scénario offrirait une plus grande indépendance économique et sécuritaire, mais il nécessiterait une discipline politique rare dans les jeunes nations. La mise en place de cette stratégie permettrait de réduire la dépendance du pays vis-à-vis des puissances occidentales, mais risquerait aussi de nuire aux relations économiques avec certains acteurs traditionnels. Enfin, un avenir plus sombre pourrait envisager un avenir marqué par une fragmentation interne. La méfiance croissante, les tensions politiques et les campagnes de désinformation pourraient déstabiliser le pays, entraînant un isolement diplomatique et un effondrement économique progressif. L'incapacité à gérer les failles internes, notamment en matière de gouvernance et de cybersécurité, pourrait entraîner une chute de la confiance dans l'État et dans ses institutions. Dans ce scénario, le Burkina Faso ne serait pas détruit, mais effacé lentement, ligne par ligne, à travers un processus de dégradation invisible de ses structures. Chacun de ces scénarios présente des risques, mais aussi des opportunités. Ibrahim Traoré devra naviguer entre ces options avec une prudence stratégique, en anticipant les réactions des puissances extérieures, tout en renforçant la cohésion interne. Le pays est à un moment charnière, et son avenir dépendra de sa capacité à maintenir son autonomie, tout en gérant les pressions globales. L'attaque numérique de Ouagadougou a eu des répercussions non seulement sur le gouvernement et l'économie, mais aussi sur les citoyens. Les habitants du Burkina Faso ont rapidement compris que leur vie quotidienne serait désormais influencée par des facteurs invisibles, comme la cybersécurité et la gestion des informations. Dans les semaines qui ont suivi l'attaque, un sentiment de résilience a émergé dans la population, renforcé par les actions concrètes du gouvernement pour rétablir l'ordre et l'infrastructure. Cependant, cette crise a aussi révélé une nouvelle forme de vulnérabilité, celle de la confiance. Les citoyens ont commencé à se demander si leur gouvernement pouvait encore les protéger, non seulement physiquement, mais aussi numériquement. La réponse à cette question serait déterminante pour l'avenir du pays. Le rôle de la jeunesse burkinabé, qui a vu dans cette attaque une opportunité de s'engager dans des domaines comme la cybersécurité et la défense de l'information, est crucial. Des programmes de formation en cybersécurité ont été lancés dans les écoles et les universités, et des jeunes talents ont commencé à émerger pour défendre l'intégrité numérique du pays.
Cependant, l'attaque a aussi créé un fossé générationnel, où les plus jeunes se sont engagés à réparer les failles, tandis que les plus âgés se sont retrouvés dans un état de méfiance vis-à-vis des technologies. Pour les groupes sociaux vulnérables, la guerre de l'information a pris une tournure encore plus personnelle. Les rumeurs et les fausses informations ont proliféré sur les réseaux sociaux, et la question de savoir qui contrôlait la vérité est devenue essentielle. Cette guerre silencieuse entre les citoyens et les forces invisibles a montré à quel point la souveraineté, dans le monde moderne, ne se limite pas à un territoire, mais s'étend désormais à la gestion de la vérité elle-même. Face aux défis posés par l'attaque numérique, le Burkina Faso a entamé une série d'initiatives pour renforcer sa résilience et sa souveraineté. La première étape a été de renforcer les capacités en cybersécurité à travers une coopération accrue entre le secteur privé et les institutions publiques. Un comité national de cybersécurité a été créé pour surveiller et répondre aux menaces potentielles et des investissements ont été réalisés pour améliorer les infrastructures critiques du pays. Cette action a permis de poser les bases d'un système de défense numérique plus robuste, capable de répondre aux nouvelles menaces tout en garantissant la sécurité des citoyens. Une autre mesure clé a été la diversification des partenariats économiques afin de réduire la dépendance du Burkina Faso vis-à-vis des puissances occidentales. En établissant de nouvelles alliances avec des pays comme la Chine, la Russie et la Turquie, le pays a cherché à élargir son espace économique et politique. Cette stratégie a pour but de garantir une plus grande indépendance face aux pressions extérieures, tout en stimulant la croissance dans des secteurs tels que les infrastructures et l'agriculture durable. Sur le plan interne, la lutte contre la désinformation est devenue une priorité. Le gouvernement a renforcé les lois régissant les réseaux sociaux, tout en soutenant des initiatives pour former les citoyens à vérifier les informations et à éviter les pièges de la manipulation médiatique. La création de centres de vérification de l'information et la collaboration avec les médias locaux ont permis de restaurer la confiance au sein de la population. Enfin, le Burkina Faso a intensifié sa coopération régionale avec les pays voisins du Sahel pour développer une défense collective contre les menaces numériques et sécuritaires, consolidant ainsi une alliance de résistance face aux défis futurs. La nuit du 14 octobre restera à jamais gravée dans l'histoire du Burkina Faso. Ce n'était pas seulement un test pour le pays, mais une prise de conscience collective. La véritable souveraineté réside désormais dans la capacité à défendre son territoire, ses informations et sa mémoire. Ibrahim Traoré, en affrontant cette crise, a démontré que la résilience ne se mesurait pas simplement par la force militaire, mais par la détermination à maintenir l'intégrité d'un pays face aux défis invisibles du monde numérique. À travers ses décisions, il a ouvert la voie à une nouvelle ère pour son pays, une ère où la souveraineté numérique est aussi cruciale que la défense physique. À Ouagadougou, dans les rues où le silence a régné après l'attaque, une nouvelle forme de solidarité a émergé. Les habitants, unis dans leur volonté de surmonter la peur et l'incertitude, ont montré que la véritable force d'une nation réside dans la cohésion de ses citoyens. Cette expérience a prouvé qu'au-delà des crises, le Burkina Faso pourrait se reconstruire non seulement grâce à sa force physique, mais aussi grâce à sa capacité à se réinventer et à protéger ce qui est le plus précieux, sa vérité collective. Le Burkina Faso se trouve à un tournant crucial de son histoire. Après l'attaque du 14 octobre, il est clair que la souveraineté d'un pays ne se mesure pas seulement en termes de territoire ou de force militaire, mais aussi par sa capacité à se défendre dans le domaine numérique et à protéger sa vérité. Ce n'est pas seulement un appel à l'action pour les dirigeants, mais pour chaque citoyen, pour chaque acteur de la société, qu'il soit dans la politique, l'économie ou même dans la communauté. Aujourd'hui, plus que jamais, il est essentiel de défendre l'intégrité de l'information et d'agir collectivement pour garantir que la vérité ne soit pas manipulée. Le Burkina Faso peut servir de modèle pour d'autres nations qui cherchent à maintenir leur indépendance dans un monde numérique de plus en plus complexe. Alors que la nation se relève, chacun de nous doit se demander « Que faisons-nous pour protéger ce qui fait de nous une nation indépendante, dans un monde où tout est interconnecté ?»
Faites entendre votre voix, engagez-vous, et ensemble, nous pouvons garantir que la lumière, même dans l'obscurité, ne s'éteindra jamais.